Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live en direct du labo des chefs à Bassieux-Sary. Nous allons faire ce soir un éclair pécan vanille. Nous allons faire une pâte à choux. On a déjà survolé un petit peu cette recette. Ce soir, je vais la faire à la main, donc pas de robot à utiliser pour ceux qui n'en auront pas à la maison. Également une crème pâtissière. On va faire un glaçage au fondant. Je vais vous montrer une technique pour glacer vos éclairs. Et nous allons utiliser un produit d'un de nos nouveaux fournisseurs qui est un croustillant noix de pécan que je vais vous montrer tout à l'heure. On va commencer tout de suite par donc la pâte à choux. Pour cela, il nous faut du lait, il nous faut de l'eau, il nous faut du beurre, de la farine. J'ai un petit peu de sucre dans cette recette. Alors toutes les recettes de pâte à choux n'ont pas de sucre, mais dans celle-ci j'en ai un tout petit peu. Également de la fleur de sel que j'ai mélangée avec mon sucre. Alors à défaut de fleur de sel, on peut mettre du sel fin. Et également des œufs. Alors pour commencer, nous allons mettre donc le lait, de préférence du lait entier, avec de l'eau. Si vous avez du lait demi-écrémé, ça va marcher aussi, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais mettre à chauffer. Je vais y rajouter en même temps le sucre, la fleur de sel et également mon beurre. Alors vu que le beurre va fondre dans le lait et l'eau, on peut utiliser du beurre tempéré ou du beurre qui sort du frigo. Ça n'a pas d'importance. Donc on va porter à ébullition ce mélange et aller jusqu'à la fonte totale du beurre. Donc là j'ai mis le feu au maximum. En amont, j'ai mis mon four à chauffer. Il est en train de monter en température à 180 degrés. J'utilise un four à chaleur tournante, donc qui est le mode de cuisson le plus adapté pour la pâtisserie, à mon sens. Donc voilà, là ça commence à chauffer, le beurre fond. Alors généralement quand on fait des grosses quantités de pâte à choux, on les fait au robot parce que bien sûr il faut mélanger et avec le bras ça devient difficile assez rapidement. Donc là j'ai fait une petite quantité de pâte à choux juste pour faire une douzaine d'éclairs, entre 10 et 12 éclairs. Donc on va le faire vraiment à la main et vous montrer comment faire lorsqu'on n'a pas de robot à la maison. Donc voilà, ça fond tout doucement. Voilà, le liquide rentre en ébullition. On attend que le beurre soit entièrement fondu. Et dès que c'est le cas, je retire ma casserole du feu de façon à ce que l'ébullition cesse. Je vérifie que tout soit réellement fondu. C'est le cas. Et je vais y rajouter ma farine en une seule fois. Et là, je vais mélanger avec une spatule. Alors plutôt une spatule rigide, pas une maryse. La maryse aura le bout trop souple. Et là, je mélange. Donc tranquillement au départ pour éviter les éclaboussures. Voilà, mon four est chaud. Et j'obtiens donc une pâte assez ferme. Et à ce moment-là, lorsque je vois plus de farine, je remets sur le feu. Et là, je vais donc réduire la température de la plaque et je vais dessécher ma pâte. Alors cette pâte que j'obtiens s'appelle la panade. C'est la base de la pâte à choux. Donc je la dessèche pendant 1 à 2 minutes. En fait, le but est d'obtenir une boule de pâte dans la casserole qui ne colle pas du tout aux parois de la casserole. Comme j'obtiens ce résultat assez rapidement, je vais poursuivre un petit peu la cuisson. Et mon point de repère, ça c'est mon point de repère, c'est mon petit truc, c'est lorsque j'obtiens une pellicule blanche un petit peu dans le fond de la casserole, une pellicule qui se forme. Pour moi, ça me dit que c'est bon. Donc, vous voyez, je vais mélanger quand même pendant 1 minute environ. Je vais baisser un petit peu encore. Il ne faut pas que ça colore, bien sûr, hein. Voilà, et là j'obtiens donc une pâte bien homogène, qui ne colle plus du tout aux parois. Donc c'est ma panade. Voilà, lorsque la panade est prête, on va la retirer du feu. Je vais me débarrasser de la plaque. Voilà, juste pour faire de la place. Et je vais la mettre dans un récipient. Un récipient froid. Le but étant de refroidir légèrement la panade pour incorporer les œufs. Donc je peux la remuer, essayer de la refroidir partiellement, comme ceci.
Bon, là, on est en live, on est pressé, on n'a pas toute la soirée. Donc, je le fais rapidement. À la maison, vous laissez la panade 10 minutes dans le récipient. Elle va tiédir, c'est très bien. Là, volontairement, je la remue pour accélérer les choses. Alors, le but de la refroidir, c'est pour éviter que l'œuf coagule lorsque je vais le rajouter dans la pâte. L'œuf coagule à environ 85 degrés, donc si je le mettais dans la panade trop chaude, il coagulerait de suite. Voilà. Là, je peux le voir au toucher avec le doigt. Donc je refroidis encore un petit peu en l'étalant bien sur les bords. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous pouvez bien évidemment laisser refroidir la panade à température ambiante pendant 10 minutes à la maison lorsque vous referez la recette. Ensuite, nous allons rajouter des œufs. Alors avant de rajouter les œufs, je vais vous donner les proportions. Nous avons 7,5 centilitres de lait, ce qui correspond à environ 75 grammes. 12 centilitres d'eau, ce qui correspond à environ 120 grammes. Pour ceux qui n'ont pas de verre doseur, vous pouvez le faire avec la balance, donc en utilisant les grammes. Nous avons 112 grammes de farine, 7,5 grammes de sucre en poudre, 75 grammes de beurre, une belle pincée de fleur de sel, ou alors du sel fin, 3 œufs entiers, et nous allons utiliser 1 à 2 jaunes. On verra si on utilise les deux, un seul jaune ou deux, selon la texture de la pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop ferme, ni trop souple. Si elle est trop ferme, je rajouterai un jaune. Si elle est trop souple, je mettrai qu'un seul jaune et non deux. Voilà, ma pâte est tiède. Je vais pouvoir commencer à rajouter les œufs. Alors les œufs, je les rajoute un à un. Et je mélange bien avec la spatule jusqu'à ce que l'œuf soit entièrement incorporé. Alors au début, il a du mal à s'incorporer, ce qui est normal. Et à force, il va s'incorporer. Et on va obtenir une pâte à nouveau homogène. Alors, il n'y a pas de façon de mélanger spéciale, hein. Je suis avec une spatule classique et je mélange tout simplement. Peu importe le sens. Voilà, l'œuf est incorporé. Il n'a pas coagulé, ce qui signifie que ma pâte était suffisamment refroidie. Voilà. Je vais pouvoir incorporer donc mon second œuf. Je l'incorpore également entièrement avant de passer à la suite et de rajouter mon troisième œuf. Voilà, la pâte devient ferme, c'est normal. L'œuf est bien incorporé. Je vais y rajouter maintenant mon troisième œuf. Et je mélange à nouveau. Vous voyez, c'est pas compliqué. Pour ceux qui nous retrouvent, nous sommes en train de faire une pâte à choux. Donc on n'utilise pas de robot aujourd'hui. On fait une quantité assez réduite, donc je fais tout à la main. Voilà, elle commence à s'assouplir un petit peu. C'est normal, on incorpore de l'humidité avec l'œuf. Et là, je vais donc rajouter un jaune d'œuf. Alors, il y a des recettes où on met que des œufs entiers. Ça, c'est une petite variante où il y a à la fois des œufs entiers et à la fois des jaunes. Voilà, il est bien incorporé. Ma pâte est encore un peu ferme. Je peux me permettre de rajouter le second jaune. Alors, on mettra ce second jaune selon la consistance de la pâte. Elle peut être plus ou moins liquide ou plus ou moins plutôt épaisse en fonction de la façon dont a été desséchée la pâte au départ.
Hop. Si on dessèche trop, mais on perd de l'humidité et évidemment, on réhydrate avec de l'œuf. Alors, on a quelques questions qui arrivent. Oui. On a Christelle qui nous demande si on peut faire cette pâte au robot avec une feuille. Oui, tout à fait. Il faudra toujours tourner à la feuille à première vitesse, jamais fouetter rapidement. On n'est pas là pour incorporer de l'air, on est là pour faire un mélange, tout simplement. Mais on peut le faire. Là, la quantité est petite, c'est pour ça que je le fais à la main. Et puis, tout le monde n'a pas un robot, un KitchenAid ou un autre robot d'une autre marque dans sa cuisine. Donc, c'est pour montrer aussi qu'on peut le faire, peu importe le matériel qu'on a à la maison, on peut le faire facilement. Et ensuite, on a Fanny qui nous demande si on peut utiliser une farine de riz sans gluten avec le même principe. Non. Il y a des recettes de pâte à choux sans gluten, vous trouverez ça sur le site. Ce soir, c'est une recette avec de la farine de blé, donc avec du gluten. Donc la technique est totalement différente. Il ne suffit pas de remplacer la farine de blé par la farine de riz. Donc allez chercher dans une rubrique, on a une rubrique recettes sans gluten. Allez voir des recettes, on a des recettes de choux. Et là, vous pourrez faire cette recette-là. Il n'y a que la pâte qui change, tout le restant, vous pouvez rester tel quel. Tel que je vais vous le montrer. Voilà, ma pâte à choux est prête. Elle est bien souple, elle est bien homogène. Et je vais pouvoir la mettre dans une poche à douille. Alors, la pâte à choux s'utilise immédiatement. Alors immédiatement, ce n'est pas à la minute près, mais dans la demi-heure qui suit. On peut la laisser poser un petit peu, mais on ne peut pas la faire la veille pour l'utiliser le lendemain. Du moins, on ne va pas la stocker au frigo. Ce qu'on pourrait faire, ça serait, par exemple, pour faire des petits choux ronds. Ce n'est pas du tout le sujet de ce soir, mais c'est un exemple. On pourrait les mouler dans des moules demi-sphères en silicone, bien les filmer au contact et les stocker au congélateur. Et ensuite, il suffira de les sortir, de les poser congelés sur une plaque à pâtisserie, et là, on pourra les cuire. On pourra les cuire donc plusieurs jours après. Pour avoir un chou bien formé, je vous recommande d'y déposer dessus un craquelin. Vous aurez un chou qui va être bien rond et ils seront tous réguliers. Tandis que si vous vous dispensez du craquelin, vous aurez des choux qui vont pousser de façon un petit peu anarchique, un petit peu dans tous les sens. Ce qui est normal, c'est la pâte à choux qui est comme ça. Mais le craquelin arrive à bien stabiliser la cuisson d'un chou et à avoir quelque chose de bien harmonieux. Donc je reviens à nos éclairs de ce soir. Ma pâte à choux est dans la poche à douille. J'ai pris une poche à douille sans douille. La douille n'est pas nécessaire ici. Une douille sert à faire un décor. Là, ce soir, je vais juste faire un pochage dans un moule spécial à éclairs, qui est un nouveau produit qui est en vente sur le site depuis quelques heures à peine. Donc, je vais vous le présenter. Donc, c'est un moule antidérapant, bien sûr, anti-adhérent, pardon, qui dispose de 12 empreintes. Et nous allons juste coucher la pâte dans les empreintes et pouvoir cuire nos éclairs comme ceci. Ça va nous permettre d'avoir des éclairs bien réguliers. Pour ceux qui n'ont pas ce moule, vous pouvez faire vos éclairs directement sur une plaque à pâtisserie, comme vous pouvez le voir dans d'autres recettes sur le site. Alors, comme je n'ai pas de douille, je vais faire un trou au bout de la poche, de façon à avoir un orifice d'environ 2 cm de diamètre, 2 à 2,5 cm. Je ne sais pas si on peut le voir, là, je le montre. Voilà, à peu près. Donc, je vais coucher mes choux dans les 12 empreintes. Alors, on est guidé, bien sûr, en suivant l'empreinte sur la longueur. Comme ça, on a des éclairs qui sont tous à la même longueur. On essaie d'avoir un cordon assez régulier de pâte pour avoir quelque chose d'harmonieux après cuisson. Bien sûr, on n'a pas une pâte coulante. Si elle est coulante, c'est qu'on a mis trop d'humidité, donc trop d'œufs. Il faut avoir une pâte quand même qui se tienne. Et voilà, nos choux sont dressés. On n'a plus qu'à les mettre en cuisson. Donc on pourrait les dorer avec du jaune d'œuf et un petit peu de lait. On mélange les deux, on passe un pinceau. Ici, ce n'est pas la peine, ils vont dorer correctement. On les met dans le four donc, qui est à 180 degrés, un four à chaleur tournante. Ils vont cuire pendant environ 25-30 minutes.
Donc au terme de la cuisson, je vais obtenir ceci. Voilà, j'ai préparé déjà des éclairs en amont, de façon à les avoir froids. Donc là, on peut voir le résultat. Ils ont bien gonflé, ils sont à peu près réguliers. C'est ce que je voulais obtenir. Donc maintenant, je vais vous en montrer un. Hop, voilà. Donc on va les remettre de côté. On s'en servira plus tard. Dans un second temps, nous allons faire donc la crème pâtissière, qui est la crème, c'est une crème de base, hein, c'est tout simple, qui est la crème qui va nous servir à fourrer nos éclairs. Alors avant de passer au reste, oui. On a une question de Bianca qui vous demande si on a mis trop d'œufs, comment peut-on rattraper notre faux pas? On ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Donc, si la pâte est trop ferme et qu'on a passé tous les œufs, on peut l'assouplir en y rajoutant du lait froid. Bien sûr, en le rajoutant petit à petit. Allez-y vraiment tout doucement. Il vaut mieux en rajouter. Mais ça, c'est comme le sel. Si votre plat est trop salé, vous ne pouvez pas le retirer. Donc, s'il n'est pas assez salé, vous en rajoutez. Donc, pour l'œuf, c'est pareil. Allez-y tranquillement. Donc, je vais récupérer ma plaque de cuisson et je vais donc y faire chauffer mon lait. Mon lait que j'ai ici, qui est du lait entier, on va le porter à ébullition. Pour ma crème pâtissière, il me faudra également, voilà, hop, il me faudra également des jaunes d'œufs, du sucre, de la farine, de la vanille que je vais mettre tout de suite dans le lait. Alors vous utilisez de la vanille en gousse, vous pouvez, de la vanille liquide, dans ce cas vous la rajouterez lorsque la crème sera terminée. Moi j'utilise de la vanille en poudre. Alors c'est beaucoup moins onéreux que la vanille en gousse, car la vanille en gousse vaut très cher aujourd'hui. Donc c'est une solution alternative qui fonctionne très bien et qui parfume très bien. On peut en mettre plus ou moins selon l'intensité de la vanille que l'on veut obtenir. Sachant que ce soir ce sont des éclairs avec une crème à la vanille, donc on va bien évidemment mettre assez de poudre pour avoir le goût de la vanille qui ressort assez bien. Pendant que le lait chauffe, je vais prendre un cul de poule et dedans je vais y mettre mes jaunes d'œufs. Donc pour les ingrédients, il nous faut la valeur de 6 jaunes d'œufs, sachant qu'un jaune d'œuf pèse environ 20 grammes, donc il nous faut 120 grammes de jaune d'œuf. Si vous en mettez 130, ça ne va pas changer grand-chose, c'est à peu près. Ensuite, il nous faut 100 grammes de sucre, que j'ai ici, et qu'on mélange donc au jaune d'œuf. Et là, je vais mélanger tout de suite au fouet, car il ne faut pas laisser le sucre en présence du jaune d'œuf, sinon le jaune d'œuf va cuire. En fait, le sucre va pomper l'humidité de l'œuf, l'œuf va devenir dur et former des grumeaux, et on ne pourra plus les dissoudre. Donc, on mélange immédiatement, on appelle ça blanchir. Donc je mélange pendant 1 minute à vitesse assez rapide. La préparation va s'éclaircir légèrement et j'aurai quelque chose de bien lisse. Une fois que le mélange est fait, on peut attendre. C'est juste ne pas attendre. Enfin, on ne peut pas laisser le sucre et le jaune d'œuf en contact sans mélange. Mais une fois que le mélange est fait, ça peut attendre. Il n'y a pas de souci. Je vais réduire un peu mon lait parce que je vois qu'il chauffe très vite. J'y rajoute également ma farine dans un second temps. Donc je rajoute la farine tout d'un coup et je mélange assez rapidement pour éviter les grumeaux. Voilà, mon lait entre en ébullition. Je le retire juste un petit peu, qu'il ne déborde pas. Voilà. Donc je termine mon mélange. Oui, je mélange bien, qu'il n'y ait plus de traces de farine et il n'y a pas de grumeaux non plus. Et là, comme mon lait est en ébullition, je vais le verser sur mon mélange en totalité. Et là, je mélange bien pour tout bien dissoudre. Donc l'œuf, le sucre, la farine. Je reverse tout dans la casserole
2 cuissons du lait. Et là, je vais cuire donc ma crème à feu moyen. On va aller à feu pas trop fort pour éviter justement que la crème accroche au fond de la casserole. Et on va aller jusqu'à l'ébullition. Donc la crème va se mettre à bouillir au bout de quelques instants. Et lorsque l'ébullition sera là, on va la maintenir pendant 1 à 2 minutes pour bien cuire la crème. Et ensuite, on la débarrassera et on la fera refroidir dans un bac. L'important est de mélanger en continu pour éviter que la crème n'accroche. Et si par cas elle venait à accrocher au fond de la casserole, surtout avec le fouet, ne raclez pas le fond. Vous le frottez délicatement pour ne pas décoller cette couche qui risquerait de noircir et de donner un mauvais goût à la crème. Mais bon, si vous mélangez sans arrêt comme je le fais là, ça ne devrait pas arriver. Donc voilà, la crème est en train d'épaissir. Voilà, on voit qu'elle commence à faire des bulles, une légère ébullition. Je la maintiens en cuisson pendant 1 à 2 minutes. Je mets bien dans les angles avec le fouet. Voilà, j'obtiens quelque chose de bien lisse. Et là, ça bout légèrement. Bon, je suis à puissance modérée sur la plaque, bien sûr. Voilà, je vais la sortir, donc la retirer du feu et la débarrasser. Je la débarrasse dans un bac sur une fine épaisseur pour justement qu'elle refroidisse rapidement. À la maison, vous êtes moins pressé, vous la mettez dans un saladier couvert d'un film et vous la laissez refroidir le temps qu'il faut. Vous pouvez même la faire la veille si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et vous la conservez au frais. Moi, j'aime bien procéder comme ceci. Voilà, et là je vais la couvrir donc au contact avec un film. Pour éviter que le dessus de la crème croûte. Voilà, on va laisser refroidir à température ambiante et dès qu'elle est froide, on la met au frigo, donc pour la garder, la conserver surtout. Voilà, nos choux, enfin nos éclairs sont en train de cuire, ils sont en train de gonfler, ils sont beaux là, je les vois. La crème est faite, elle refroidit. Nous allons faire maintenant les noix de pécan caramélisées. Alors les noix de pécan caramélisées, c'est ce qui va nous servir à décorer nos éclairs. Il n'y a pas réellement d'ordre, on peut faire les noix de pécan dès le départ. Vous les conservez dans un petit pot avec un couvercle à l'abri de l'humidité, enfin de l'air surtout, pour ne pas qu'elles collent. Et là, on va les faire maintenant. Donc, on va prendre une casserole. On va prendre nos noix de pécan. Alors, pour les proportions, j'ai 80 g de noix de pécan et 40 g de sucre glace. Et je vais briser mes noix de pécan en morceaux comme ça, avec les doigts. Je ne le fais pas avec un couteau. Je ne veux pas avoir une coupe franche. Je veux avoir des petits morceaux. Donc, je le fais comme ça, avec les doigts, et je brise ma noix de pécan en 4-5 morceaux en fait. Donc là, le feu n'est pas allumé encore. Voilà. Bon, ça, c'est la particularité de bien se conserver, donc on peut en faire un petit peu à l'avance. La seule chose à retenir, c'est qu'il faut vraiment les conserver à l'abri de l'humidité ou de l'air ambiant, donc dans une boîte hermétique.
Si vous avez des petits sachets, vous savez qu'on trouve dans certains aliments qui déshydratent, qui empêchent l'humidité en fait, d'attaquer l'aliment. On trouve ça maintenant de plus en plus dans le commerce. Vous pouvez en rajouter un, ça va les préserver aux noix de pécan. Et on va donc les enrober d'une fine couche de caramel. Et pour former ce caramel, on va utiliser le sucre glace. Alors là, on ne rajoute pas du tout d'eau. C'est juste le sucre glace qu'on va faire chauffer avec les noix de pécan. Sous l'action de la chaleur, le sucre glace va fondre. Donc je le rajoute de suite. Je vais pouvoir allumer mon feu. Et là, je mélange bien. Donc j'imprègne bien mes noix de pécan avec le sucre glace. Et petit à petit, en chauffant, il va fondre. Ça va former un léger sirop. Bon, il y a peu de sucre pour avoir peu de sirop. Et on va aller jusqu'à la caramélisation. Donc, une fois que le caramel sera là, les noix de pécan seront entièrement enrobées sur toutes les faces. On pourra les débarrasser et les laisser refroidir à l'air ambiant. C'est une fois refroidis que vous pourrez les stocker donc, à l'abri de l'air, comme je vous le disais. Donc, ça va venir assez vite. Là, pour l'instant, j'ai juste un état sec, poudreux. Et tout doucement, ça va se transformer en sirop et en caramel. Voilà, ça commence. Vous le voyez peut-être pas à l'image, mais moi je m'en rends compte. Par contre, je mélange sans arrêt pour avoir une cuisson homogène, que ça ne colore pas d'un côté plus vite que de l'autre. Voilà. Il faut toujours que les noix de pécan soient en mouvement. Voilà, je vais réduire un petit peu, que ça n'aille pas trop vite non plus. Et je continue à mélanger. On a Simone qui nous demande si on pourrait les conserver dans un bocal de verre fermé hermétiquement. Oui. Oui, oui. Ça ne va pas se conserver non plus un mois, hein. Ça va se conserver quelques jours. À chaque fois que vous allez l'ouvrir, le bocal, et que vous allez vous servir, il y a de l'air qui va rentrer à nouveau, et donc de l'humidité. Donc au bout d'un moment, le sucre va commencer à devenir collant au toucher. Voilà, je réduis encore un petit peu. Donc cette fumée qui se dégage, c'est normal, parce que là, je suis en train de faire une caramélisation. C'est pas que c'est en train de brûler, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le feu non plus au labo. Voilà. Donc j'imprègne bien toutes mes noix de pécan. Je ne veux plus voir de traces de sucre glace. Il faut qu'elles soient toutes bien caramélisées. Je mélange surtout sans arrêt, que ça ne colore pas plus d'un côté que de l'autre. Et là, à ce stade, je vais pouvoir les retirer et les faire refroidir. Donc je vais les mettre sur un papier sulfurisé pour éviter qu'elles se collent. C'est sur une plaque, elles colleraient à la plaque. Voilà, je les débarrasse assez rapidement tant qu'elles sont bien chaudes. Et ensuite, avec 2 fourchettes, je vais venir les séparer tant qu'elles ne sont pas refroidies, de façon à pouvoir récupérer les petits bouts. Parce que si je laisse en bloc, eh j'obtiendrai un bloc. Et là, je ne pourrai plus le défaire après refroidissement. Voilà, je les espace comme ceci. Et ça, à manger comme ça, c'est pas grand chose, mais c'est très très bon, très très bon, très très bon. Donc, on va mettre ça à refroidir ici, et on va pouvoir passer à la suite. Alors, on a une question de Eliane qui me demande combien de temps à l'avance peut-on faire les éclairs? On pourrait les faire la veille. Après, au-delà, on peut les faire bien sûr plus à l'avance. Mais si on veut garder quand même une qualité gustative, je préfère les faire soit le jour même, soit la veille au soir, si c'est pour le lendemain.
Dans ce cas-là, si je le fais la veille, je les couvre d'un torchon pour la nuit. Je ne les mets pas au frigo, je les laisse à température ambiante. Donc maintenant, nous allons faire notre croustillant noix de pécan, donc, qui est un produit qui est vendu prêt à l'emploi. C'est un fourrage croustillant, en fait, à base de chocolat et de noix de pécan caramélisée. Donc, il sert généralement comme insert dans les entremets. Alors, c'est ce produit-là. Donc, il existe sous différents parfums. Ici, c'est noix de pécan. Donc, le pot est déjà entamé. Je vous montre un petit peu la texture. Voilà. Donc, si la texture est trop ferme, vous le passez un petit peu au micro-ondes juste pour l'assouplir. Ici, j'ai quelque chose qui est relativement souple. Donc, je ne vais pas le faire réchauffer. Mais imaginons que vous travaillez ce produit l'hiver, qui fait un peu frais dans votre pièce. Il sera beaucoup plus compact. Donc, dans ce cas-là, vous le mettez 20 secondes au micro-ondes et vous pourrez le travailler. Je vais prendre une feuille de papier sulfurisé et je vais venir y mettre donc cette préparation, le croustillant chocolat pécan. Alors peu importe la quantité, là je vous voyais j'ai mis la valeur de 2 spatules. Le produit qu'on n'utilisera pas parce qu'on va découper des rectangles après, ce qu'on n'utilisera pas sera réutilisé ultérieurement. Donc on le remettra dans le pot et ça pourra être réutilisé. Voilà, là je mets une seconde feuille de papier, je presse bien pour bien faire adhérer et je vais étaler avec un rouleau à pâtisserie pour faire une couche régulière. Pour cela, j'utilise des règles de 4 mm d'épaisseur. Alors là, j'utilise des règles en aluminium appelées règles à confiserie. Si vous n'avez pas ces règles chez vous, 2 petits tasseaux en bois que vous trouverez en magasin de bricolage peuvent suffire. Il suffit de les mettre de part et d'autre de la feuille et d'étaler. Et quand le rouleau touchera les 2 baguettes, eh bien, on ne pourra pas aller plus bas, donc on aura quelque chose de vraiment régulier. C'est un peu le principe du laminoir, tout simplement. Ou alors, il y a des rouleaux à pâtisserie qui se vendent avec des galets qu'on met à chaque bout, où on peut régler vraiment la hauteur. Et là aussi, vous pouvez l'utiliser. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin des baguettes. Voilà, donc, hop, j'étale. J'en ai beaucoup trop pour faire mes 12 éclairs, mais c'est pas grave. Ce qu'on ne se sert pas, on le réutilisera plus tard pour une autre recette. Voilà, je peux éventuellement faire dans ce sens-là. Si mon rouleau est assez long, oui. Voilà. Je tale bien, comme ça je suis bien régulier. Donc, une fois que j'ai obtenu ceci, je vais mettre ma feuille sur une plaque et je vais le placer au congélateur pour que ça se solidifie. Donc ça, je laisse de côté. Bien entendu, vous vous en doutez, j'ai déjà une plaque de prête au congélateur, donc on verra ça après, lorsqu'on en aura besoin. Maintenant, on va passer au glaçage. Alors, je vais glacer mes éclairs avant de les fourrer. Généralement, lorsqu'on fait des éclairs, on les fourre avec de la crème, que ce soit au chocolat, au café, à la vanille, et après on les glace. Moi, je vais les glacer avant, parce que je vais les couper en deux après, pour les fourrer, mettre également mon insert de croustillant noix de pécan. Et si je ne les glace pas avant, j'aurai du mal pour les glacer après. Alors dans la recette que je vous ai rédigée en photo illustrée, que vous retrouverez dès ce soir sur le site, j'ai fait l'autre façon de faire, c'est-à-dire je coupe mes éclairs et je glace que la partie du dessus, le couvercle. C'est un peu plus délicat. Et là en vidéo, je vais vous faire le glaçage en premier, après on coupera les éclairs et on va les fourrer. Comme ça vous aurez les deux façons les deux techniques. Et vous comprendrez aussi pourquoi il y a une différence entre la vidéo et la recette écrite. Donc, je vais prendre du fondant. Alors, le fondant, c'est du fondant blanc, du fondant pâtissier, qui est vendu en petits seaux de 1 kg, comme ceci. Et je vais le faire chauffer tout doucement. Je me mets à puissance 1, c'est-à-dire vraiment au minimum, sur une échelle de 12 ici, sur ma plaque à induction. J'ai également réalisé en amont un petit sirop qui est constitué qui est fait de 75 g de sucre et de 100 g d'eau. Je fais bouillir. Dès que tout rentre en ébullition et que le sucre est fondu, je stoppe le feu et je laisse refroidir. Donc j'obtiens ce sirop, c'est tout bête. Et là, je vais donc
faire fondre mon fondant blanc. Donc il faudrait atteindre pour bien faire la température de 37 degrés. Il ne faut pas la dépasser si on veut garder un glaçage qui reste brillant. Donc là pour l'instant il est très ferme. Il va chauffer progressivement. Pour vérifier la température, je vais utiliser un thermomètre à visée laser. Et là je suis à 26 degrés. Donc je suis trop froid. De toute façon la consistance me le dit que je suis trop froid. Donc je mélange. Ma plaque est à puissance à force 1. Bon, ma plaque est déjà chaude par rapport à la crème que j'ai réalisée avant, à la pâte à choux. Donc il faut que je fasse très attention. Et là vous voyez, on obtient déjà quelque chose de beaucoup plus souple. En fait, ça chauffe très vite, ça s'assouplit très vite. Et là, je suis à 31 degrés. Donc, je mélange bien pour avoir quelque chose de bien homogène et bien souple. Alors, mon sirop me sert à garder une consistance convenable de mon fondant. Ça veut dire qu'après chaque éclair, je vais vérifier la consistance à nouveau et pouvoir réajuster la souplesse, la texture de mon fondant avec le sirop. Donc, il aura toujours tendance à durcir. Donc le fait de rajouter un peu de sirop, je vais le rassouplir. Quand j'en rajoute du sirop, c'est très très peu. C'est la valeur d'une cuillère à café. Il faut faire attention de ne pas faire un fondant trop liquide. Sinon, on aura un problème de fondant qui va couler et qui ne va pas rester stable sur son éclair. Donc je mélange bien. Jusqu'à 37 degrés. Là, je suis à 35, ça monte vite. Alors, ce soir, on va garder le fondant blanc, de couleur blanche. On ne va pas le colorer, comme pour des éclairs au chocolat ou au café. Volontairement, je veux qu'il reste blanc. Voilà, je suis à 37, donc je vais garder ma plaque sur le côté et je vais le sortir du feu de façon à ce qu'il ne monte pas plus haut. Alors là, j'ai un fondant qui coule bien. Il va avoir tendance à croûter très rapidement si je le laisse immobile, sans le toucher. Donc je vais le malaxer très régulièrement, vérifier la température. Je suis à 37,8, ça va, il ne faut pas que ça aille plus haut. Et je vais pouvoir rajouter juste à peine un petit peu de sirop. C'est même pas une cuillère à café, c'est une demi-cuillère à café, pour m'assouplir un petit peu le fondant et avoir quelque chose de très souple. Alors on a Roger qui me demande si ces thermomètres laser sont précis. Oui, ils sont précis pour le travail du chocolat. Ici par exemple, parce que je n'ai pas d'émanation de vapeur. Si vous faites bouillir de l'eau, il ne sera pas précis parce qu'il va toucher la vapeur d'eau qui va s'échapper de la casserole avant de toucher l'eau qui est en ébullition. Donc il va vous donner la température de la vapeur et non pas la température de l'eau. Donc chaque thermomètre a son utilisation. Celui-ci est très bien pour le chocolat ou pour toute préparation qui ne dégage pas de vapeur de cuisson. Par exemple, à l'origine, il était utilisé dans la restauration lorsqu'on recevait de la viande sous vide, par exemple, pour vérifier la température. Donc c'est la température extérieure, parce que ça prend la température au contact, donc la température au taux d'aliment, pas la température à cœur. Et si la température extérieure était, admettons, à 4 degrés, on était sûr qu'à l'intérieur, elle était bien froide. Ça servait à vérifier vraiment que l'aliment voyageait bien de chez le fournisseur jusqu'au restaurateur. Là, maintenant, on en fait une utilisation un peu plus régulière en pâtisserie, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vapeur qui s'échappe des préparations, sinon ça fausse tout. Dans ce cas-là, vous utilisez une thermomètre sonde que vous venez tremper directement dans la préparation. Donc là, vous voyez, le temps que je parle un petit peu, ça a duré pas très longtemps, mais mon fondant a déjà commencé à durcir. Donc là, je vais l'assouplir très légèrement avec un peu de sirop et je remélange bien. Je vais vérifier sa température. Alors, je suis à 36,8, donc là, j'ai une température idéale. Et je vais pouvoir commencer à glacer mes éclairs. Alors, je prends mon éclair. Bien sûr, l'éclair est bien cuit. Il a séché au four, ce qui veut dire qu'il n'est pas sec, mais il est suffisamment ferme. Et le dessus est bien lisse. Je vais venir le tremper directement, comme ceci. Alors, je vais faire en sorte qu'on puisse bien voir la caméra.
Hop, je regarde dans le four ce qui se passe, tout va bien. Donc je mélange une dernière fois. Vous voyez, je mélange vraiment jusqu'à la dernière seconde. Et là, je viens de tremper mon éclair. Donc j'essaie de tremper toute la surface de mon éclair et je le remonte comme ceci. Et tout l'excédent de fondant, je viens le retirer avec mon doigt. Voilà, et je termine avec le doigt également pour bien faire l'arrondi ici. Voilà. Et là, je peux le laisser donc refroidir. Avant qu'il soit entièrement froid, je vais reprendre mes petites noix de pécan caramélisées et qui sont refroidies maintenant. Et je vais pouvoir venir les déposer sur mon éclair comme ceci. Avant que mon fondant soit entièrement refroidi, de façon à ce qu'elle puisse tenir sur le dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et lorsque j'en ai mis suffisamment, voilà, je pose l'éclair et je le laisse refroidir. Voilà. Je vais faire pareil avec tous les éclairs. Alors pour le second, je vérifie la texture de mon fondant. C'est ce que j'expliquais. On vérifie toujours entre deux, que le fondant soit bien. S'il est trop épais, on rajoute du sirop. Il peut être aussi trop épais parce qu'il a refroidi. Donc dans ce cas-là, on le repasse très légèrement sur la plaque de cuisson pour revenir à 37 degrés. Alors, on pourrait faire fondre notre fondant sans trop vérifier les températures, la texture, mais on a beaucoup de chance d'avoir quelque chose de terne et qui va se craqueler avec le temps. Avec le temps, c'est pas dans 3 jours, hein, c'est dans le quart d'heure qui suit. Donc, il faut faire attention à bien vérifier cette température, la fluidité qu'on va modifier avec le sirop, de façon à ce que le fondant puisse bien couvrir l'éclair, qu'il soit suffisamment épais pour ne pas que l'éclair réapparaisse par transparence, qu'il soit suffisamment pas trop liquide pour ne pas que le fondant coule sur les côtés et qu'il se tienne bien donc sur l'éclair. Je suis à 35. On va rajouter un petit peu de sirop. Vous voyez, le sirop, j'en ai très peu dans la casserole. C'est pas la peine d'en faire beaucoup. On en rajoute très peu à chaque fois. Et là, j'en ai largement trop pour ce soir. Alors, on a Marie qui nous demande si on peut utiliser de l'eau à la place du sirop. Non, faire du sirop. Non, non. C'est fait en 2 minutes, le sirop. Donc, ça serait dommage de vouloir tricher un petit peu, entre guillemets, hein, en rajoutant de l'eau. Le sirop, c'est du sucre. Le fondant, c'est du sucre. Donc, ils vont bien se mélanger les deux. Voilà, je vais le retirer du feu. J'ai la texture que je voulais. Je mélange bien. Et là, je vais pouvoir tremper donc mon second éclair. Donc, je le trempe sur toute la longueur. Je le relève. Et là, avec le doigt, je viens retirer vraiment l'excédent. Et pour finir, la pointe ici, avec le doigt, je lisse. Et mon éclair est glacé. Donc là, je vais venir déposer. Alors, si vous faites au chocolat, bien sûr, vous n'avez rien à déposer dessus. Mais ici, pour la recette, on a dit qu'on mettait des noix de pécan caramélisées. Donc, je viens les déposer tant que mon glaçage est encore souple. Il va me permettre de bien faire tenir les noix de pécan. Voilà. Et là, je laisse refroidir sur le côté. Allez, je continue. Dans les explications, vous les avez eues, c'est toujours pareil, hein. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour avancer sur cette partie qui est un peu technique. Donc là, je remets à point mon fondant. Bon, moi, j'ai un petit peu l'habitude, donc à l'œil, je me rends compte s'il est bien ou pas bien. Et là, je trempe mon éclair, je le remonte, j'enlève l'excédent avec le doigt. Voilà, et c'est toujours pareil.
Et là, je viens coller donc mes petites noix de pécan sur le dessus. Comme ceci. Donc là, les éclairs sont très légers, donc ils ont tendance, bien sûr, à se retourner un petit peu. Donc, on va faire en sorte de les faire tenir droit. Je vais en faire 4 ou 5. Comme ça, vous aurez bien vu la technique. Et après, on va essayer de passer à la suite pour les fourrer. Voilà, là je peux égoutter aussi comme ceci pour enlever l'accident. Et après, avec le doigt, vraiment, j'enlève la dernière partie, la plus épaisse. Et là, je coupe avec le doigt le fil et je lisse. Et là, je viens de déposer donc mes petites noix de pécan. Je vais en faire un autre juste pour vous remontrer. Alors, c'est pas très difficile, c'est juste un geste à avoir qui s'obtient avec l'habitude. C'est souvent comme ça en pâtisserie, c'est l'habitude qui fait que on obtient le geste. Il faut persévérer. Voilà, je mélange bien. Je retire mon éclair. Donc ça forme un tracé, la coulure en fait, au centre. Et cette coulure, je l'écrase avec le doigt et je retire tout l'excédent. Et ensuite, on va voir à la caméra. Là, je lisse avec mon doigt pour avoir une fin bien arrondie. Voilà, on va arrêter là pour le fondant. Je vais juste terminer cet éclair. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors bien sûr, vous faites vos 12 éclairs, 10 ou 12 éclairs, comme ceci. À la maison, vous avez le temps, ou du moins plus de temps que moi ici. Et voilà, comme ceci. Et là, on laisse refroidir. Voilà. Donc, il restera 5 éclairs à faire ici. Après, Gaëtan, si tu as envie de t'entraîner, tu pourras le faire. Voilà, je vais te demander, Gaëtan, d'aller me chercher la plaque de croustillant qui est dans le congélateur. Alors, pendant ce temps, je vais prendre un couteau-ci et je vais couper mes éclairs en deux. Alors, je vais prendre celui que j'ai fait en premier, qui doit être le plus sec. Hop. Oui, ils sont vides, donc ils sont très légers, donc ils ont tendance un petit peu à rouler, ce qui est normal. Je vais prendre une feuille de papier sulfurisé, je vais le poser là, et je vais donc couper mes 5 éclairs ici, comme ceci. Alors là, vous voyez, la décoration que j'ai faite dessus avec les noix de pécan, permet de ne pas abîmer mon éclair. Si la partie se retourne, en fait, la partie avec notre pécan protège. Voilà, je coupe. Bon, si je peux éviter que ça bascule, je le retiens. Voilà. Alors, je l'ai laissé retourner carrément. J'utilise un couteau-ci de façon à avoir quelque chose de bien net en coupe. N'utilisez pas un couteau avec une lame lisse. Vous aurez plus de mal à le couper. Vous risquez d'écraser le chou. Donc voilà. Un couteau avec une lame à dents ou une scie. Voilà, comme ceci. Hop. J'essaie de bien me positionner, que tout le monde puisse voir correctement. Donc Gaëtan, tu as été me chercher la plaque qui est ici. Donc là, il faut aller assez rapidement parce que, bien sûr, c'est bien froid parce que ça sort du congélateur.
et ça va se ramollir. Alors là, je vais prendre un couteau classique, un couteau de cuisine, et je vais découper des bandes. Est-ce qu'on me voit bien? Moyen. Hop, comme ceci. C'est mieux? Voilà. Et je vais découper des bandes. Alors ça se découpe très bien, hein, même si c'est congelé. Des bandes qui font environ la largeur de l'éclair, donc 2 cm à 2 cm et demi. Ça, c'est à peu près. Hein. Voilà, ce qui m'importe, c'est d'en tirer 5, vu que j'ai fait 5 éclairs. À la maison, si vous faites les 12 éclairs, il faudra tirer 12 bandes. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire un point de départ et je vais prendre à peu près un éclair et regarder la longueur. Et je vais faire une coupe comme ceci. Voilà. Voilà, là j'en aurai suffisamment. Je vais prendre une petite palette, décoller mes rectangles. Ça, on s'en sert pas. On récupère, voilà. Et chaque rectangle donc de croustillant, je vais les insérer dans mes éclairs et les mettre bien au fond. Les tasser bien au fond. Alors, quand vous allez déguster l'éclair, il y aura ce côté croustillant qui va ressortir, qui va être délicieux. Voilà, je l'intègre bien. Alors ce croustillant, c'est un, je le répète, hein, c'est un fourrage croustillant au chocolat avec des noix de pécan caramélisées. Donc tout ça est mélangé. Ça sert généralement, c'est prêt à l'emploi bien sûr, on ne le transforme pas et on l'utilise comme insert dans les entremets. Donc ici je m'en sers comme insert dans des éclairs vanille pécan. Voilà, ça on récupère, on le remettra dans le pot. Voilà, comme ceci. Et la marque, c'est le fabricant, c'est Unipatis. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, donc voilà, je vous le précise. Maintenant, on va aller chercher, s'il te plaît, Gaëtan, la crème pâtissière que j'ai fait en amont, bien sûr, celle-ci est trop chaude, qui est dans le frigo. Voilà, on va battre cette crème pâtissière qui aura bien refroidi. Tu vas me prendre également un cul de poule, s'il te plaît. Un grand cul de poule de couleur. Super. Voilà, donc la crème pâtissière que j'ai fait en amont, qui est bien froide. Mon cul de poule, je vais juste la relisser au fouet. Alors, soit vous le faites au fouet à main. Si c'est trop difficile, vous le faites au fouet au batteur électrique. Les deux sont possibles. Voilà. Ma crème est froide. Je la lisse. Voilà, elle a une bonne texture pour qu'elle ait une bonne tenue. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, et on peut vérifier, bien regarder qu'elle soit bien lisse. C'est le cas. Donc là, je vais prendre une seconde poche à douille qui va me servir maintenant pour pocher délicatement ma crème. Et ici, je vais mettre une douille. Donc je vais mettre une douille unie, vu que j'ai des éclairs assez larges, avec un diamètre assez large qui doit faire environ 1,5 cm, je dirais. On est à 13-14 mm. Donc je vais insérer ma douille dans la poche. Bien la caler au fond. Voilà. Et je vais remplir ma poche avec cette crème pâtissière.
qui est bien froide et donc une bonne tenue. Alors, on nous demande combien de temps se conserve une crème pâtissière? 2-3 jours. Il y a de l'œuf dedans, de l'œuf qui est cuit partiellement parce que c'est un peu comme la crème anglaise. La crème anglaise, c'est pire encore. La crème anglaise, il faudrait la consommer sous 48 heures, grand maximum. Là, on peut aller jusqu'à 3 jours, sans problème. Mais en respectant bien les conditions de conditionnement, c'est-à-dire au frigo, dans un récipient, bien couvert, sans laisser d'air entre la crème et le papier film qui va couvrir. Il ne faut pas aller piocher avec le doigt pour manger un petit bout de crème, parce qu'évidemment, on y met des bactéries qu'on a sur les mains. Donc vraiment, il faut respecter toutes ces règles. Sinon, la crème peut très vite virer. Quand je dis virer, ça veut dire prolifération microbienne et devenir impropre à la consommation. Donc attention à ça. Voilà, j'ai ma crème dans le... Hop, je me cale bien. Dans la poche à douille, je vais venir déposer 3 points de crème sur chaque chou, chaque éclair. 3 points généreux. Voilà, comme ceci. Et je vais venir terminer en déposant mon couvercle sur le dessus. Voilà, et j'appuie délicatement pour bien faire adhérer. On a une visite ce soir, je ne sais pas si vous avez vu, on a une petite mouche qui... Alors l'éclair n'était pas bien droit, on va mettre une petite cale comme ceci, voilà, qui nous visite. Voilà. Et là, je vais déposer délicatement et je me sers des noix de pécan pour appuyer dessus. Je ne touche pas le glaçage en fait. Et là, on peut les mettre donc, comme ceci, côte à côte. Et je fais pareil sur tous. Alors la barre de croustillant qu'on a mis au fond de l'éclair va revenir à température. Il va devenir très moelleux. Et à la dégustation, vous aurez donc ce goût de chocolat, le goût du croustillant également. Et puis le bon goût de la noix de pécan, bien sûr, parce que c'est un croustillant à la noix de pécan. Voilà. Alors si vos éclairs ont tendance à être instables, parce que le fait de les remplir, on fait un poids un peu plus lourd d'un côté que de l'autre, ils ont tendance à rouler, vous pouvez les mettre dans des caissettes en papier, des caissettes plissées de forme ovale, donc il va mieux les tenir et permettre de les présenter sur une assiette ou sur un plateau sans qu'ils se mettent à rouler dans tous les sens. Voilà. Hop. On va faire comme ça. Voilà, là je les fais se tenir les uns contre les autres. Et voilà pour le dernier éclair. Voilà pour la recette de ce soir. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura donné envie de la reproduire chez vous. On se retrouve dans une semaine, hein, comme d'habitude, mercredi prochain à 18h45. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite.